8h34, Bruno Le Maire, ministre de l'économie, est notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Renault-Nissan, audit interne, 11 millions d'euros de dépenses qui... douteuse, suspecte, engagée par Carlos Ghosn. Alors, des déplacements privés, professionnels, on ne sait pas trop, des fêtes privées, professionnelles, on ne sait pas trop. Est-ce que l'État va déposer plainte ? L'État déposera tous ces éléments à la justice et la justice tranchera. Mais l'État, dans cette affaire, a joué pleinement son rôle d'actionnaire de référence. L'État va déposer plainte ? L'État déposera tous ces éléments à la justice, il y aura une plainte, et elle sera instruite, et la justice tranchera. Donc il y aura plainte ? Et il y aura évidemment plainte, justice et décision de justice. L'État, dans cette affaire, a joué tout son rôle d'actionnaire de référence. Quand l'État est actionnaire d'une entreprise, comme Renault, nous avons 15%. Son rôle, c'est de s'assurer que la gouvernance fonctionne bien. Il y a 6 mois, j'ai demandé une audit interne, quand il y a eu les révélations sur les faits reprochés à monsieur Carlos Ghosn. Nous avons demandé une audit interne à la gouvernance de Renault. Cette audit interne a été menée. Nous en avons maintenant les conclusions. Et ces conclusions montrent des faits qui sont répréhensibles. Donc sur la base de cette audit, tous les faits seront transmis à la justice et la justice tranchera. Mais c'est ma conception de l'État actionnaire. C'est pas un État qui reste sur les bras croisés derrière la table à regarder, compter les points. C'est un État qui joue pleinement son rôle, qui garantit les intérêts industriels de Renault et la bonne gouvernance de l'entreprise. Donc plainte sera déposée par Renault, si je comprends bien. Exactement. Et l'État fournira les pièces nécessaires. Et c'est l'État, c'est la gouvernance de Renault qui, sur la base de cet audit, fournira les pièces nécessaires. Voilà. Bien, Renault, Fiat Chrysler, la fusion. Le conseil d'administration de Renault, où l'État siège, rappelons-le, continue d'étudier, je cite, avec intérêt cette fusion. Nouvelle réunion aujourd'hui, prolongation des discussions à votre demande, à la demande de l'État. C'est la gouvernance de Renault, c'est le président de Renault, Jean-Dominique Sénard, qui a Vous êtes le premier actionnaire, je le rappelle. Bien sûr, mais prenons le temps pour faire les choses bien. Il y a un projet de fusion qui a été présenté il y a un peu plus d'une semaine par Fiat. Ce projet de fusion, il est, je l'ai toujours dit, une opportunité. Pourquoi ? Parce que ça permet de consolider le paysage automobile mondial, de créer un champion européen mondial de l'automobile et de dégager les marges de manœuvre nécessaires pour financer les véhicules électriques et les véhicules autonomes. Donc c'est une opportunité. Mais il y a des conditions. Et ces conditions, je les ai fixées dès le départ, dès le premier jour. C'est que ça se fasse dans le cadre de l'alliance entre Renault et Nissan, qui est une alliance qui existe depuis 20 ans. Il faut la consolider, cette alliance. Il ne faut pas l'affaiblir. Il faut qu'il y ait des garanties sur les sites industriels. Moi, je me mets à la place des salariés qui nous écoutent, les salariés de Sandouville ou des centres de recherche de Renault à Cléon ou ailleurs. Ils se disent, mais quel va être notre avenir ? Mon rôle comme actionnaire de référence, c'est de garantir à ces salariés, aux Français, que les sites industriels vont être préservés. Vous n'avez pas ces garanties pour l'instant ? Mais nous sommes en train de les construire. Mais ça prend du temps. Prenons le temps nécessaire. La troisième garantie que je demande, c'est la gouvernance. Il va y avoir, s'il y a demain une fusion, un conseil d'administration. Il faut que l'État, qui restera au capital de cette entreprise, soit représenté au conseil d'administration. Et on voit bien dans cette affaire de Carlos Ghosn qu'il était utile d'avoir un État pour faire respecter les règles, demander un audit, s'assurer que la gouvernance fonctionne bien. Et puis il y a une dernière condition qui est importante aussi, c'est que cette future entité participe à la filière de batteries électriques que nous avons créée avec mon homologue allemand. Prenons le temps pour faire les choses bien. C'est une opération d'une grande ampleur qui vise à créer un champion mondial de l'industrie automobile. Pas de précipitation. Alors je vais entrer dans le détail. Allez-y, Jean-Jacques Bourdin. Pas de précipitation. Est-ce que le siège opérationnel du groupe sera localisé à Paris ? Installé à Paris. Ça fait partie, partie des discussions. Je le souhaite. Je n'ai pas encore aujourd'hui la garantie. L'assurance, vous n'avez pas l'assurance aujourd'hui. Je souhaite qu'il y ait un siège opérationnel à Paris pour des raisons qui sont aussi un siège ou le siège ? Mais il y a un siège qui représentera l'intégralité de la future entité, qui sera aux Pays-Bas. À Amsterdam. Exactement comme c'est le cas, je le précise, pour Airbus. Quand vous regardez Airbus, Airbus a son siège. Pour des raisons fiscales ? Mais quand vous avez différentes nationalités, Jean-Jacques Bourdin, quand il y a différentes nationalités, il faut trouver un terrain d'entente. Pour des raisons fiscales ? Non, c'est pas pour des raisons fiscales, c'est pour des raisons opérationnelles. Quand vous avez des Allemands, des Italiens, des Français qui sont dans une même entreprise, c'est difficile de savoir si on va choisir Rome, Paris ou Berlin. Donc on trouve une solution qui est de prendre un autre pays et on s'installe. Donc la holding
à Amsterdam. La holding sera à Amsterdam. Oui. Et je souhaite que dans ce conseil d'administration qui dirigera l'ensemble de l'entreprise, il y ait un représentant de l'État. C'est un point dur de la négociation et la discussion. Après, il y aura des sièges opérationnels. Là aussi, je le redis exactement comme dans le cas d'Airbus, pour qu'on comprenne bien. Le siège d'Airbus aéronautique, il est à Toulouse. Mais il y a aussi un Airbus spatial, il y a aussi un Airbus militaire, et les sièges ne sont pas en France. Mais bien là, je souhaite qu'il y ait un siège opérationnel en France. Lequel? Ça fait partie des discussions. Opérationnel, lequel? Ça peut être un siège géographique. Oui. Par exemple, Oui. un siège géographique qui couvrirait l'intégralité de la France, de l'Europe, peut-être davantage. Ça fait partie des discussions. Mais je pense qu'il est important pour les Français qu'ils sachent qu'il y a un siège industriel avec marqué Fiat Renault au-dessus, avec une porte d'entrée, avec des bâtiments, avec des bureaux. Parce qu'une entreprise est une incarnation aussi. Et qu'avoir un siège en France, c'est une incarnation qui est importante pour les Français. Renault, c'est Boulogne-Billancourt. Ça compte aussi dans notre histoire. Et il faut respecter l'histoire pour construire l'avenir d'une industrie comme l'industrie automobile. L'État français va perdre son droit de veto, non? Dans la future fusion, le futur il n'y en a pas de holding. droit de veto. Il n'y en a pas aujourd'hui? Mais il n'y en a pas aujourd'hui. Il n'y en a pas aujourd'hui? Je préfère le préciser tout de suite. Il y a des droits de vote doubles. Il y a 15% dans 15%, l'entité. Bon. Si jamais l'opération se fait, la part de l'État baissera à 7,5%. Mais je le souhaite. Vous le souhaitez? Mais je le souhaite, je suis très clair depuis le début, je le souhaite, mais elle doit se faire dans de bonnes conditions. Et je veux être très clair aussi. Qui ne sont pas remplies aujourd'hui. Je veux être très clair aussi, si j'ai posé ces conditions, c'est pour qu'elles soient respectées. L'État sera ferme dans la défense des intérêts industriels de Renault et dans la défense des intérêts industriels de la France. 14,5% des actions dans le nouveau groupe pour la famille Agnelli. On est d'accord? On est d'accord, tout à fait. 7,5% pour l'État français, 7,5% pour on passe de 15 Nissan, à 7,5%. Bien sûr. Mais qu'est-ce qui compte? On est dilué. Mais Jean-Jacques Bourdin, qu'est-ce qui compte? C'est pas de savoir si on est dilué dans le capital ou pas. Oui, ce qui compte, la famille Agnelli. Mais ce qui compte, Jean-Jacques Bourdin, c'est qu'il conduire le groupe. C'est qu'il y ait des usines, des emplois, des centres de recherche en France. Ça, c'est la première chose. Est-ce qu'il y aura des suppressions d'emplois? Est-ce que vous vous engagez ce matin? Est-ce que vous nous dites ce matin, il n'y aura pas une suppression d'emplois? Sans doute que si je pouvais prendre cet engagement-là, la fusion serait déjà actée. C'est pas le cas. Donc nous allons poursuivre les discussions pour que ces conditions soient remplies. Je serai ferme sur le respect des conditions. Si vous n'avez pas l'assurance, si vous n'avez pas cette assurance-là, il n'y aura pas de fusion. Mais ça fait partie des conditions. Bon. Je veux des assurances sur l'emploi. Je veux des assurances sur les sièges, je veux des assurances sur les sites industriels, des assurances sur la bonne gouvernance et des assurances sur le fait que ça se passe dans le cadre de cette alliance entre Renault et Nissan qui a été profitable à la France. Est-ce le petit-fils de Gianni Agnelli qui va présider le groupe? Tout ça fait partie des discussions. C'est une option. Non mais encore, mais dites-moi, vous avez beaucoup de discussions à conduire encore. Hein. C'est loin la fusion. Nous ne sommes pas en train d'essayer de rapprocher le numéro 42 qui a une boulangerie avec le numéro 44 de la rue qui a une pâtisserie. Hein, c'est pas le rapprochement d'une boulangerie d'une pâtisserie avec 2 salariés dans chaque boutique, aussi respectable soit-elle. C'est la fusion de 2 géants industriels automobiles qui ont une empreinte industrielle partout en Europe et dans le monde. Il y a des centaines de milliers d'emplois qui sont en jeu, il y a des dizaines de sites industriels qui sont en jeu, il y a des questions de recherche, de technologie qui sont en jeu aussi. Il faut prendre le temps pour faire les choses bien. Est-ce que, si l'on regarde la valeur des entreprises, Renault et Fiat valent à peu près la même chose? Renault et le groupe Fiat Chrysler? Fiat vaut un peu plus que Renault. Donc il y a aussi des questions de parité. Sites, non, Fiat, vous vérifierez. Sur la valeur des entreprises. En valorisation boursière, Fiat. Valorisation boursière. Fiat vaut un peu plus que Renault. Donc nous avons des discussions. Il y a des banques conseils. Je ne veux pas rentrer dans la technique. Je veux juste donner l'assurance à nos compatriotes. C'est important. Je veux donner l'assurance à nos compatriotes. Renault, c'est la France. Que l'État veille avec fermeté, sur les intérêts industriels de Renault et sur les intérêts industriels de la France. Nous voulons faire cette fusion, mais nous ne la ferons pas à n'importe quelle condition.
Et les choses doivent être très claires entre tous ceux qui participent. Il faut poursuivre les négociations encore plusieurs jours. Nous ne les ferons pas à n'importe quelles conditions. Nous le ferons, cette opération, aux conditions que nous avons fixées, que nous avons posées sur la table. Nous travaillons bien, travaillons en confiance avec FCA. Jean-Dominique Sénard fait un travail remarquable pour faire avancer FCA, ce projet. Il faut informer aussi nos amis japonais, nos partenaires japonais, Nissan, qu'ils savent exactement de quoi ils retournent. Tout ça prend nécessairement du temps. Moi, je suis à la fois serein et ferme. Bien. La Française des Jeux sera-t-elle privatisée avant la fin de l'année ? Si les conditions de marché le permettent, la Française des Jeux sera privatisée d'ici la fin de l'année. Et j'ai engagé en toute transparence, les recherches de banquiers et conseils pour pouvoir lancer cette opération de privatisation de la Française des Jeux d'ici la fin de l'année. Je veux le faire dans des conditions de transparence totale, c'est pour ça que je l'informe tout de suite. Je veux le faire en associant les Français qui pourront participer au capital de la Française des Jeux et devenir actionnaires de la Française des Jeux, qui est une entreprise qui est rentable. Et donc chaque Français, s'il le souhaite, pourra participer au capital de la Française des Jeux. Et puis surtout, je veux qu'on renforce les garanties contre l'addiction au jeu. Et c'est ce qui a été fait par les parlementaires, qui ont fait un travail remarquable sur ce sujet. Demain, les instruments de lutte contre l'addiction au jeu seront plus forts que ceux qui existaient auparavant. Nous allons créer une association qui va contrôler justement cette addiction au jeu, qui sera une autorité indépendante, qui veillera à ce que les jeunes, les mineurs, n'aient pas cette addiction au jeu, ne la développent pas. Nous allons renforcer les sanctions, puisqu'il y aura désormais une amende de 135 € pour tous ceux qui délivrent des produits de jeu à des mineurs. Il y aura de la vidéosurveillance sur les bornes, et nous allons faire de cette contravention un élément clé de la lutte contre l'addiction. Je précise un dernier élément technique, le taux de retour aux joueurs, qui crée l'addiction. Quand il y a un très bon taux de retour, forcément, on consomme plus les jeux. Il sera fixé par décret, alors qu'hier, il était fixé par arrêté. Donc nous renforçons la régulation des jeux et la lutte contre l'addiction des mineurs aux jeux. Ça va rapporter combien, cette privatisation? Vous espérez, enfin? Je ne veux pas donner de chiffres, parce que ça dépendra du marché. Évidemment. Et que si je vous donne des chiffres maintenant, finalement, c'était moi, on s'est fait avoir. Donc on verra si les conditions de marché sont réunies. Mais je pense que ça peut être une bonne... On espère toujours quelques milliards, c'est le maximum. Quelques milliards. Le maximum. Bon, d'accord. Oui, ça c'est... Mais le maximum, parce que derrière, je redis, la logique qui est derrière tout cela, c'est de redéfinir la place de l'entreprise et de l'État dans la société. L'entreprise doit avoir un rôle social et sociétal plus important. Et l'État, quant à lui, doit se désengager d'activités commerciales dont c'est pas le rôle, pour qu'il puisse investir dans l'avenir, financer les nouvelles technologies, nous permettre de réussir notamment dans l'intelligence artificielle qui est critique pour rester une grande nation. C'est ça la logique des privatisations. En 2 jours, vous avez été sifflé, hué à Belfort et puis applaudi standing ovation devant les patrons de l'industrie allemande. Oui, c'est vrai, oui. C'est vrai, ça doit être étrange, ça, non? De passer comme ça... Non, ça prouve que l'amitié franco-allemande marche bien et qu'un ministre de l'économie et des finances français peut s'exprimer devant le patronat. Oui, parce que écoutez, ça fait des années que je suis investi dans la relation entre la France et l'Allemagne. Je pense qu'elle est clé pour l'avenir de l'Europe. Ça fait des années que j'entends que les relations se passent mal entre la France et l'Allemagne et que les Allemands sont très critiques sur l'économie française, sur les finances publiques françaises. Et bien là, vous avez la preuve vivante, parce que moi je crois aux choses vivante, la preuve vivante que les entrepreneurs allemands, le Mittelstand allemand, le patronat allemand apprécient ce que nous faisons avec le président de la République et le Premier ministre. C'est pas moi qu'ils ont applaudi. C'est la politique du gouvernement, c'est la politique du Premier ministre, c'est la politique du président de la République. Et avoir 1500 entrepreneurs allemands qui font une standing ovation à la politique économique française, eh ben ça fait plaisir. Eh bien Bruno Le Maire, j'ai une question à propos de l'Allemagne. Est-ce que l'Allemagne est prête à soutenir une femme à la tête de la Commission européenne? Dites-moi. Je pense à une Danoise. Elle a déjà une femme à la tête de l'État. Est-ce que les Allemands ont assoupli leur position? Le choix du président de la Commission, c'est un choix qui appartient au chef d'État et au Parlement européen, pas au ministre de l'économie et des Finances. Non, mais d'accord. Vous en avez discuté peut-être. À donner là-dessus. Nous discutons. Oui, bien entendu, ce serait malhonnête si je vous disais le contraire. Je suis en général sincère et honnête. Donc nous discutons. Les discussions restent entre nous, mais c'est le président de la République. C'est une bonne candidate, quand même. C'est le président de la République qui décidera avec la chancelière, les autres chefs d'État et le Parlement européen du futur président de la Commission. C'est une bonne candidate. Il y a beaucoup de bons candidats. Bon, d'accord. Beaucoup de bons candidats. General Electric. Là, vous avez été sifflé. Combien? 1050 emplois. Est-ce que l'activité turbine à gaz va cesser?
Non, elle ne doit pas cesser. Je vais vous dire, j'apprécie beaucoup les applaudissements du patronat allemand et je comprends parfaitement les sifflets et la colère des salariés de Belfort. Quand il y a de l'inquiétude, elle se manifeste et c'est normal, c'est vivant aussi. Ça fait partie des réactions qui sont légitimes. Il y a, et c'était l'intérêt de venir sur le site, d'aller tout de suite au contact des salariés, tout de suite au contact des représentants des salariés. Parce qu'il y avait une chose que je n'avais pas à mesurer. On ne le mesure pas de son bureau à Paris, il faut aller sur le site industriel. C'est que les salariés peuvent comprendre qu'on réduise la charge à un moment parce qu'il y a moins de commandes de turbines à gaz. Mais ce dont ils veulent être certains, et je ne le suis pas non plus, c'est que derrière, c'est pas un plan de liquidation des usines de turbines à gaz de Belfort. Et cette assurance, je la demande à Larry Culp, le président de General Electric. Pour l'instant, une adaptation, vous ne l'avez pas obtenu. Une adaptation au marché. Vous ne l'avez pas obtenu pour l'instant. Une assurance formelle que derrière, il n'y a pas l'envie ou la volonté de liquider l'activité de centrales à gaz à Belfort. Ça, je veux l'obtenir de Larry Culp. Eh bien, je demandais à Larry Culp, et je le redemande formellement, de revoir son plan social. Il faut le revoir d'abord sur le nombre de salariés qui sont concernés. 1050, c'est trop. 1045, pour être tout à fait précis. 1045, Et puis, surtout, je demande de le revoir sur le fond, en donnant les garanties nécessaires aux salariés, que derrière, il n'y a pas un plan caché de liquidation de l'activité des centrales à gaz. De General Electric ne vous donne pas ces garanties. General Electric a 15 000 salariés en France. Oui. C'est pas la même situation que Ford ou que d'autres grandes entreprises américaines. C'est une entreprise qui a une histoire profonde avec les territoires français, avec des sites industriels français. Donc nous pouvons entrer en discussion. Par ailleurs, il y a un autre point qui est très important, c'est qu'on puisse ouvrir des perspectives nouvelles. Parce que les turbines à gaz, même s'il y a encore des perspectives, il faut pouvoir diversifier l'activité. Je pense que sur l'aéronautique, il y a des vraies possibilités de diversification. Nous allons y travailler avec les élus locaux, notamment Damien Meslot, le maire de Belfort, à qui je rends hommage parce qu'il a le sens des responsabilités et qu'il se bat dans la même direction que nous tous. Je pense que nous pouvons développer une belle activité aéronautique sur le site de Belfort. Quel avenir à Amiens pour l'ancien site Whirlpool? Le repreneur placé en redressement judiciaire, quel avenir? Il faut trouver, comme ma secrétaire d'État Agnès Pannier l'a dit, il faut trouver des repreneurs et des activités qui soient plus prometteuses que celles qui existaient. Mais je le dis très simplement, l'activité qui avait été reprise, elle ne marchait pas, il n'y avait pas de débouché, il n'y avait pas de commande. Et je ne suis pas là pour nier les réalités de l'économie de marché. L'État a distribué combien, 2,5 millions d'euros dans cette affaire? Un peu plus de 2 millions d'euros dans le cadre de la prime d'aménagement du territoire, pour être tout à fait précis. À quoi a servi cet argent finalement? À pas grand-chose? Accompagner, essayer de faire démarrer cette activité. C'était des activités notamment de casiers réfrigérés. On nous avait promis 29 millions d'euros de commandes. Il y a eu à peine quelques centaines de milliers d'euros de commandes. Bon, voilà, ça n'a pas marché, dont acte. Je pense que il ne faut pas faire de récupération politique comme certains essayent de le faire sur cette affaire. Pensez à François Ruffin, là. Par exemple. Je pense que ce n'est pas ce qu'attendent les salariés. Vous savez, la médiatisation, la colère, parfois feinte, c'est pas ce qui va permettre aux salariés de vivre dignement, de nourrir leur famille et de payer leur logement. Eux, ce qu'ils veulent, c'est de la réindustrialisation, des emplois et des salaires. Et c'est pour ça que je continuerai à me battre. Est-il vrai que l'accord commercial entre l'Union européenne et le Mercosur pourrait être conclu dans 3 ou 4 semaines? Brésil, Argentine, Paraguay, Uruguay. C'est le ministre brésilien de l'économie qui le dit. C'est vrai ça dépend totalement de la décision des pays que vous venez de citer, en particulier du Brésil. Donc attendons de voir quelle sera la position du Brésil. Sur sur la viande, par exemple? Où je vous parle, je ne connais pas la position du Brésil. Est-ce que nous ouvrirons le marché européen à la viande brésilienne? Nous avons toujours été clairs. Les règles doivent être les mêmes en termes de production, de consommation, de règles sanitaires qui sont fixées aux uns et aux autres. Donc avant de me prononcer sur ce sujet, j'attends de voir quelle sera la proposition. Non, parce que je ne connais pas. Les règles sanitaires au Brésil, bien sûr, les règles sanitaires chez nous. J'ai été 3 ans ministre de l'Agriculture, je connais bien les différences de production. Je dis simplement qu'au moment où je vous parle, je ne sais pas quelle est la position des pays d'Amérique du Sud sur ce sujet. Bon, et est-ce que... J'ai un autre sujet encore. Allez-y, le kérosène... Très important et passionnant. Le kérosène des avions en France sera taxé? Non, il ne sera pas taxé au niveau national, je le dis avec beaucoup. Non, parce que vous le répétez. Enfin, je vous dis que si on peut le taxer au niveau international, nous allons nous battre pour ça, parce que ce serait légitime que le kérosène des avions soit taxé au niveau international. Mais on ne va pas se tirer une balle dans le pied en taxant notre kérosène pour que les avions continuent à voler toujours autant, mais qu'ils aillent atterrir ailleurs que chez nous. C'est aussi simple que cela.
Oui. Donc oui à la taxation du kérosène, mais au niveau international, et on ne se tire pas une balle dans le pied en taxant des avions qui du coup ne viendront plus chez nous, viendront ailleurs, mais seront toujours aussi nombreux. J'ai une dernière question politique, Bruno Le Maire. Vous avez été membre des Républicains, maintenant vous êtes En Marche. Christian Estrosi était à votre place hier matin. Il nous disait qu'une coalition, même au gouvernement, républicain avec La République En Marche, ça ne lui faisait pas peur. Et même, c'était une main tendue. Vous la saisissez, cette main tendue? Est-ce que vous verriez bien une coalition politique? Moi, c'est un peu politicien. Toutes les mains tendues sont les bienvenues. Oui. Mais elles doivent se faire. Ces gestes doivent se faire. Pas sur la base d'accords d'appareil ou d'accords de parti. Je te donne ceci, tu me donnes ça, et puis tu auras peut-être le secrétariat général. Non. Sur la base de conviction. On voit bien que le paysage politique français qui s'est transformé en 2017, on a eu une nouvelle réplique profonde. Il y a des failles profondes dans le système politique français qui redessinent un paysage nouveau. Tous ceux qui croient à la construction européenne, tous ceux qui croient à la compétitivité des entreprises, tous ceux qui croient au redressement économique de la nation, tous ceux qui croient à l'unité de notre nation autour d'une culture française, tous ceux-là sont bienvenus dans le projet qui est celui du président de la République. Projet libéral. Qui est mis en place Vous allez par poursuivre cette politique libérale? Quand j'interviens sur... Ça fait 2 ans qu'on me reproche d'intervenir pour sauver la Syrie d'Ascoval en me disant qu'est-ce que c'est que cet interventionnisme? Et quand je suis allé en Allemagne, on m'a dit qu'est-ce que c'est que cet interventionnisme de l'État? La Syrie d'Ascoval qui est toujours pas sauvée d'ailleurs au passage. Mais qui tourne? Oui. Qui tourne, Jean-Jacques Bourdin? Oui, c'est vrai. Et si je ne m'étais pas battu, elle serait fermée. Donc vous voyez que derrière tout cela, derrière ce paysage politique et ces choix que chacun a à faire, chaque élu, chaque représentant politique, les choix doivent se faire en fonction des convictions, pas des partis. Et moi, j'appelle chacun à réfléchir à ce qu'il veut pour la France. Tous ceux qui pensent que notre pays doit moderniser son économie, qu'il doit s'intégrer encore plus en Europe, qu'il doit participer à la construction européenne, qu'il doit lutter contre le réchauffement climatique avec la dernière énergie et proposer un projet d'économie décarbonée, tout cela, ils sont les bienvenus chez nous. Tous ceux qui croient uniquement à la nation sans construction pérenne et sans coopération européenne iront au Rassemblement national. Tous ceux qui ne croient pas à l'économie de marché et qui pensent qu'il faut aller vers le collectivisme, comme le disait Jean-Luc Mélenchon, seront les bienvenus à la France insoumise. Que chacun se décide en fonction de sa conviction la plus profonde et ce qu'il estime être bon pour l'intérêt national. Merci Bruno Le Maire. Merci Jean-Jacques Bourdin. 55. Non,